Bienvenue sur le podcast On jase piano avec. Je m'appelle Antoine Laporte et je suis pianiste classique. À chaque épisode, j'ai un ou une invité pianiste concertiste et le but sera de démystifier le métier de pianiste auprès du grand public et d'inspirer d'autres musiciens. On parle de leur parcours depuis les tout débuts, leur cheminement académique et les concours de piano, ainsi que leur saut vers la carrière professionnelle. Ce podcast s'adresse également aux pianistes puisqu'il parle de la pratique quotidienne, des astuces techniques et des méthodes de travail au piano. On parle aussi des intérêts divers des invités qui nourrissent leur pratique, ou bien qui leur apportent une bouffée d'air frais et un recul nécessaire afin d'y revenir avec plus de joie et d'engouement. Bon épisode! Bonjour à tous, mon nom est Antoine Laporte et je vous souhaite la bienvenue à ce 6e épisode du podcast On jase piano avec. Aujourd'hui, on va jaser piano avec Théodore Lambert. Bonjour Théodore. Bonjour Antoine. Ça va bien? Ça va et toi? Yes! Merci d'être présent aujourd'hui. Ouais, merci à toi de m'avoir invité à être présent aujourd'hui surtout. Et donc Théodore, tu vis à Paris, Oui. c'est ça? Tu es originaire de quelle... De région parisienne. Oh, pas très loin. D'accord. Et en fait, on s'est rencontrés il y a quelques années. On s'est rencontrés il y a quelques années à Royaumont, si mes souvenirs sont bons. Oui. Exactement, c'est ouais. ça. Ouais. Lors du stage... Stage Franck avec Bertrand Chamaillou, non? Oui, c'est exactement. Celui-là? Oui, c'est celui-là. Ouais. Ouais. Alors, en fait, on va commencer. J'aime toujours commencer par que tu nous parles de ton parcours, vraiment tes tout débuts en musique, la première fois que tu as touché au piano, les premiers professeurs, et qu'est-ce qui t'a amené après ça à vouloir faire des études en musique et tout ça? Oui. Moi, j'ai voulu faire ça très vite. En fait, c'est une concordance de hasard, on va dire. En fait, moi, je voulais dessiner des voitures quand j'étais petit. Je faisais que ça toute la journée. Et il y a eu le premier hasard qu'il y a eu. Alors, j'avais 8 ans, donc le souvenir est un peu flou, mais il y a eu une espèce de solde à la grande surface du coin, au supermarché. Et mon père s'est dit, tiens, il y a une solde sur le clavier électrique là-bas. Okay. C'est vraiment venu comme ça. Il n'y avait pas de... j'avais pas de parents musiciens. Bon, mon père, j'ai découvert par la suite qu'il était très mélomane, mais c'était pas ça vraiment. Et le clavier est arrivé dans ma chambre et en fait, je me suis mis devant et j'ai arrêté de dessiner des voitures pour faire court. Voilà. Okay. Du coup, de fil en aiguille, après, ça a duré, je pense, 6 mois. C'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on avait de la musique à l'école. Donc quand j'étais en CE2, donc j'avais 8 ans, on avait la maîtresse d'école qui nous faisait faire de la flûte encore à cette époque-là. Ce qui était déjà très rare. Alors déjà au collège ça se raréfiait quand on était un peu plus âgé. L'école primaire c'était très très rare. Et qui m'avait appris un peu les rudiments de solfège. Du coup, donc on avait commencé 2-3 notes. Et à partir de là, j'avais aussi une de mes copines d'école de CE2 qui est toujours une très très grande amie maintenant, qui était à côté de moi en classe, qui joue du violoncelle. Et en fait, en combinant donc le clavier sur lequel il y avait un petit écran qui s'allumait correspondant aux touches, les questions que je pouvais poser à mon ami et ce que j'apprenais avec la maîtresse, en fait, avec tout ça, j'ai pu... il y avait un livre aussi, je crois, qui traînait chez moi pour apprendre la guitare seule ou un truc comme ça. En mêlant tout ça, j'ai pu apprendre un peu le solfège et tout ça seul. Il y avait pas mal de choses dans le clavier, on pouvait apprendre l'harmonie aussi, un petit peu, quelques bases. Et je crois que j'ai voulu être pianiste très vite, en fait. Donc j'ai tout appris comme ça, un peu seul. C'était assez naturel, ça m'intéressait beaucoup. Et après, voilà, il y avait l'école de musique de ma ville, à Brétigny-sur-Orge. Et ensuite, ça allait assez vite, en fait. Dès que j'ai eu 13 ans, j'ai pu rentrer ce qu'on appelle les horaires aménagés. Donc, en fait, j'allais de Brétigny, j'allais jusqu'à Boulogne pour aller au collège. J'avais classe le matin et j'avais mes cours de piano l'après-midi.
Voilà, ensuite j'ai continué quand j'étais au lycée pour passer le bac et Donc, ensuite c'était voilà. comme une musique-étude, c'était une école qui était C'était oui l'école spécialisée. avait un partenariat avec le conservatoire de la Oui. ville en fait. OK. Quand j'étais au collège, ça marchait ensemble. En fait, quand j'étais au lycée à Racine, c'était de mémoire, c'était l'un des premiers qui faisait ça déjà pour la génération de nos professeurs quoi. Et en Mhm. fait, eux, bon, c'était pareil, on avait cours le matin et après il fallait qu'on ait une activité artistique dans la ville l'après-midi. Il y en avait qui étaient déjà au conservatoire, des choses comme ça. Bon, ce n'était pas mon cas. Moi, je suis rentré Mhm. après. Après, j'ai continué voilà, les études universitaires au Pôle supérieur Paris, Boulogne. Puis je suis rentré au conservatoire de Paris en piano, en écriture, en accompagnement Ah oui, et en ouais, musique de chambre. ah oui. Voilà, j'en ai fait pas mal. Oui, oui. Parce que moi, c'est ça. Ici, ben, j'ai compris au conservatoire, Mm. il y a vraiment c'est des disciplines séparées. C'est pas comme on rentre en piano et on a tous ces cours-là. Il faut s'inscrire au concours En fait, la musique de chambre, c'est un autre cursus, en fait. Faut faire une ça autre dé- audition et En tout. fait, il y a, oui, alors il y a tout ce qui est option quand on s'inscrit en piano, mais après, on peut tout pousser plus loin. Mhm. Voilà, si on rentre en piano, par exemple, on peut faire l'écriture il y a 2 années, il y a A et B Ah oui, qui ok. vont quand même déjà assez loin, enfin on fait un peu de Schumann, des choses comme ça, et Mhm. après si on veut pousser plus, on repasse, soit on vient de l'extérieur comment, donc on passe Mhm. un examen, Ouais. soit si on vient déjà de l'intérieur, en fait l'examen du B, Mhm. selon la note qu'on a, on peut être admis pour aller, on a le choix, on nous propose d'aller dans le supérieur après. Oui, ok. Ah Voilà. oui, ben, finalement, à Montréal aussi, Mm, le conservatoire, c'est un peu basé sur le modèle français et il y a aussi un concours en musique de chambre. mm. C'est seulement, je pense que c'est 1 an seulement et je sais plus, je pense qu'on le fait après, mettons, notre cursus. Puis il y avait avant écriture aussi Mm, à l'époque, mais je pense que ça avait été enlevé. On peut aller en composition, là, mm. sinon. Mais avant, il y avait le concours d'écriture aussi. D'accord. Malheureusement, c'est ça je pense qu'il n'existe plus, en tout cas à Montréal. Super, ok, intéressant. Et ça, comme professeur de piano, j'ai vu que tu avais eu plusieurs professeurs, dont on a eu le même prof d'ailleurs, Denis Pascal. Oui, c'est exact. Mhm. Je vois aussi, bon, je vois d'autres noms. Ce qui est bien avec le conservatoire aussi à Paris, c'est de pouvoir travailler avec plusieurs professeurs, Oui, oui, notamment oui. au troisième cycle. Je sais pas si, ou avant, hein, mais je vois que tu as travaillé aussi avec Oui, j'ai Emmanuel eu. Strasser, Jean-Frédéric Neuberger, C'est Neuburger. C'est Neuberger Neuburger. et Claire Désert. Oui, alors Claire Désert, je faisais de la musique de chambre, j'ai fait Ah, c'est beaucoup ça. d'années. Beaucoup d'années de justement la musique de chambre, de l'option quand on rentre à la fin. Je crois j'ai dû travailler 7 ans avec elle, quelque chose comme ça, Ah avec oui. divers groupes. Mhm. Justement, comme on peut avoir en fait le conservatoire, c'est assez ouvert et comme justement on peut passer des Mhm. auditions pour pas mal de choses, au final on peut rester assez longtemps et travailler avec beaucoup de profs, beaucoup de Ouais. répertoires et apprendre beaucoup de choses. Du coup, alors avec l'Air Désert, donc je suis resté assez longtemps, donc j'avais fait de la sonate, on avait travaillé avec le trio aussi, mon trio Aralia, on avait travaillé avec Mhm. elle. Ah ouais. J'avais fait aussi du quatuor. J'avais fait pas mal de choses selon les moments. Et donc Emmanuel Strosser aussi, que j'ai eu en prof de piano. J'ai vu Jean-Frédéric Neuburger, c'était mon prof d'accompagnement pour le coup. Mhm. Et oui, et par un peu, que ce soit le hasard ou le conservatoire, parce qu'il proposait aussi beaucoup de masterclass, parce que aussi j'ai fait du pianoforte, etc. J'avais rencontré beaucoup de Oui, profs. oui, oui, j'ai vu aussi que tu avais fait piano historique. Effectivement, bon, Royaumont, c'est un peu dans son mandat là, de mettre en valeur la musique, la musique romantique sur des pianos historiques. Quand nous étions allés, on n'avait Mm. pas vraiment travaillé sur piano historique, mais j'ai vu aussi Eduardo Torbianelli qui Oui, fait des concerts là-bas. Puis tu as aussi travaillé avec Alexei Lubimov. oui. Pour le coup, à Royaumont, oui. J'avais Ouais. travaillé avec Alexei Lubimov. On avait fait des sonates de Beethoven. Mhm. Je me souviens, c'était une session Beethoven qui était absolument passionnante. De mémoire, il y avait, non, il y avait beaucoup de piano historique parce il y avait une copie de Broadwood de mémoire où il y avait un Mhm. petit, il y avait, voilà, donc sur les pianos, voilà, sur les pianos à queue modernes, il y a ce qu'on appelle un accorda. Le clavier il se décale vers la Ouais, droite. ouais, À c'est force, on ça. ne sait plus. À droite.
Et en fait, les marteaux se décalent et comme les marteaux en général tapent plusieurs cordes, donc au lieu de taper 3, là où ça tape 3, ça en tape 2, au lieu de taper 2, là où ça tape 2, ça en tapera qu'une. Et donc je me souviens, il y avait un petit bouton sur ce Broadwood, en fait, on pouvait régler le décalage de l'anacorda. Donc on pouvait avoir soit 3, soit 2, soit 1. Ah oui. En cliquant sur un truc à droite, en fait, on réglait le décalage du clavier. Je me souviens de ça. Alors après, il y avait une copie. Parce que le Broadwood était une copie aussi de mémoire. Par contre, ce qui était sûr que c'était une copie de McNulty de Walter. Voilà, un piano qui était proche du piano de Beethoven aussi. Et comment c'était Comment tu avais trouvé de jouer des sonates de Beethoven? Est-ce que tu te rappelles c'est quoi, quelle sonate tu avais joué? Oui, je me rappelle que j'avais joué. J'avais dû jouer. Ah, c'est une excellente. Bah tiens, je me souviens plus. Tiens. Mais bon. De mémoire, ça devait être soit sol majeur, padam, padabadabadabadabadam. Soit c'était celle-ci, soit c'était si bémol majeur. Ah oui. Aussi. Taladala, bam, pam, soit c'était celle-là. Et ouais, c'est une sonate intéressante qui n'est pas jouée très souvent, je pense, si bémol. Les deux, ouais, d'ailleurs. Ouais. Les deux sont pas très joués. Et comment tu avais trouvé jouer sur ces pianos-là? Est-ce que c'était plus difficile ou... Parce que souvent, bon, ça dépend. Les pianos fortés, moi, je trouve que c'est toujours... en fait, le fond de la note est beaucoup plus près qu'on pense. Oui. Bon, ces pianos-là, c'est un peu plus tard, mais quand même, ça doit ressembler un peu... Je me suis dit que Beethoven devait être un sacré pianiste. Ouais. Ah ouais. C'était dur ou c'était plus mou comme C'était toucher? beaucoup plus mou. Ouais, Alors c'est surtout ça. le Walter, en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait le Walter, c'est ce qu'on appelle une mécanique viennoise. Donc voilà, faut imaginer la touche, c'est comme un levier. Vous avez un levier au milieu, donc quand vous appuyez d'un côté, ça lève de l'autre. Et les pianos viennois, la caractéristique, c'est que le marteau, il est très très près du bout de la touche, c'est quasiment direct au bout du doigt en fait. Il n'y a pas beaucoup de mécanisme entre le bout du levier et la touche. Du coup, c'était très mou. Ouais. Et du coup, ça fait un toucher en fait qui est assez proche du clavecin. Et ce que ça m'avait fait dire, c'est que vraiment Beethoven, pour arriver là où c'était vraiment un énorme changement parce que sous les doigts, on a l'impression d'avoir un clavecin, ce qui appelle certaines formules, ce qui appelle un certain toucher assez naturel. Détendu, voilà. le poignet vraiment souple. Voilà, et du coup, certaines formules idiomatiques qu'on va trouver chez tous les compositeurs clavecinistes, chez Bach, etc. Et chez Beethoven, ça n'a rien à voir, en fait. C'est vraiment quelque chose de nouveau et justement, comme le fond de la touche est quand même... assez petit, effectivement il faut faire attention quand on se déplace parce que dès qu'on se déplace ça va faire un énorme accent d'un seul coup. Faut faire attention aussi parce que c'est pas fait pour mettre trop de force, donc il faut pas les casser quand même. Parce qu'un piano moderne c'est fait pour supporter une énergie bien supérieure. Et du coup c'était un petit peu ce que ça m'avait inspiré. Alors on fait aussi des choses différentes, on met pas tout à fait la pédale de la même manière, on peut avoir des effets un petit peu différents, en la mettant plus longtemps ou en mettant pas du tout en fait. Aussi ouais, parce qu'il y a une espèce de réverbération naturelle aussi. Oui, et en fait comme c'est moins puissant, des fois le fait qu'il n'y ait pas de pédale ne gêne pas, le fait qu'il y en ait plein ne gêne pas. Aussi on peut avoir un détaché, ça surtout sur les pianos viennois, on peut avoir un détaché plus court en fait, parce qu'il y a moins de son, donc la corde elle va plus vite à arrêter. Donc quand on lâche, le détaché il est plus court, avec un toucher beaucoup plus parlando en fait, beaucoup plus articulé naturellement. Et le Broadwood, l'autre qui était donc de mécanique anglaise, qui est déjà un petit peu plus puissant, on avait quelque chose tout de suite de très rond, très chanté, qui était très différent. Du coup les au moins deux, parce qu'il y en avait plus que ça, mais les au moins deux pianos historiques en fait inspiraient une approche des sonates de Beethoven différentes, chacun à leur manière en fait. Super intéressant. Puis après, quand on revient sur un piano moderne, on devait avoir d'autres oreilles. Oui. Ça doit pas être la même chose. Ça, c'est pas la même chose. C'est pas le même son en fait. C'est pas, je crois pas qu'il faille chercher à faire du piano ancien pour avoir bien essayé. Ouais. Pour avoir passé des années à essayer. C'est comme quand vous jouez quand vous écoutez des enregistrements de Bach ou de Scarlatti, vous écoutez au clavecin, vous écoutez au piano, vous prenez même pas les mêmes tempi. Alors même si, alors chez Bach pour le coup, on dit entre guillemets qu'il y a plus de choix de ce point de vue-là.
Bon, chacun a son avis, hein. Par contre, sur Scarlatti, d'instinct, on dirait pas, mais en fait, les instruments ne poussent pas du tout à aller au même tempo. Rien que ça. Mhm. Je vous parle pas du reste. Ouais. Ouais, c'est ça au niveau du son, au niveau de l'acoustique aussi, le développement du son dans l'espace, c'est pas pareil. Rien à voir. Puis tu sais aussi, je me dis, le toucher, évidemment, étant plus léger pour la main droite, souvent quand il y a des traits, des gammes, ça doit être aussi... parce que des fois, sur les pianos, il y a certaines mécaniques, c'est plus dur et j'imagine des fois, ça doit aller bien quand même sur le piano forte, où est-ce Ouais. que c'est très léger, donc on a juste à faire Des fois, on peut aller très vite. Alors, flotter. Ouais. justement, il y a du répertoire. On peut faire, par exemple, il y a le trio de Haydn numéro 27 en do majeur. Vous avez, pour ceux qui connaissent, en fait, il y a des octaves qui sont très très rapides à un endroit. Mhm. Vous avez la même chose chez Beethoven à la fin de la Waldstein. Justement, c'est des octaves que sur piano, sur piano d'époque, vous pouvez les faire en glissando, en fait. Mhm. Donc vous prenez la main, donc Ouais. pour ceux qui connaissent pas, les octaves, vous avez la main assez écartée, vous mettez la même note d'un côté et de l'autre, Ouais. et sur piano moderne, vous pouvez pas glisser. Ouais. Sinon, ça fait très mal, ou Ouais. je sais pas, vous avez des très grosses mains. Sur piano ancien, en fait, vous pouvez mettre et vous vertiges, vous pouvez glisser comme ça. Mhm. Vous pouvez glisser et ça change en fait, ça donne beaucoup plus de marge. On peut aller plus vite. Mhm. Et justement, comme le piano est plus léger, on peut aller, on peut aller beaucoup plus vite avec un piano forte. Et comme le son est moins fort Mhm. et que c'est plus articulé, ça restera clair. Voilà. Mhm. Piano moderne, il faudra aller un petit peu plus lentement. Ouais, ok. Voilà. Le clavecin, c'est le contraire. Enfin, ça dépend, remarque. C'est un peu ça, c'est vraiment une généralité. Ça dépend du répertoire après. Mais Ouais. vraiment, on peut vraiment jouer la musique. On peut vraiment en faire quelque chose de différent, quoi. Mhm. Mhm. Et est-ce que ça t'arrive encore de faire, est-ce que ça t'arrive de faire des concerts sur piano historique ou c'est quand même, Non, c'est ça, non. c'est aussi avoir accès à un instrument comme ça. Souvent, les personnes qui jouent, Non, en c'est leur fait, instrument à eux là, ils le déplacent. oui, c'est vrai. Non, non, c'est pas que ça m'intéresse toujours. Et si jamais l'occasion revient, Mm. je serais ravi d'en faire. Effectivement, c'est moins ce sur quoi je me concentre maintenant, où Mm. je fais beaucoup plus de musique de chambre sur piano Oui. moderne, que ce soit avec instrument ou avec chanteur. Ouais, mais notamment avec le trio Aralia que Oui. tu as fondé il y a quelques années. Oui, ça va faire 4 ans maintenant, Ah oui. je crois, Mhm. de mémoire. Ça fait 4 ans. Et vous jouez beaucoup, vous avez beaucoup de concerts, j'ai vu dans les années les Oui, dernières années là, vous avez nous joué. jouons tous les jours un concert dans un... Non, en fait, ça dépend des moments. Ouais. Là, récemment, on avait... en fait, on a plusieurs activités. Il y a les activités parce qu'on est jeune, où on va prendre encore quelques masterclass, des choses comme ça. Mhm. C'est la Pro Quartet. Alors, il y a les masterclass avec Pro Quartet, tout à Mhm. fait. Donc là, la prochaine sera... il y en aura quelques-unes cette Mhm. année, il y en aura en mars, il y en aura deux mémoires. Il y en aura en mars, il y en aura en août avec Marie Chilem du Quatuor Eben. Mhm. Et il y en aura en mars avec Vera Martinez. Et il y en aura en février avec Patrick Hutt, qui est professeur à la Haute École de musique de Berne. Mhm. Voilà. Ouais. Donc et en fait on prend régulièrement des cours avec Günther Pichler à Madrid, qui était le fondateur du Quatuor Alban Berg. Ok. Ça veut dire qu'on a beaucoup de chance de ce point de vue-là. Ouais. Donc on a ces activités-là, on a également... J'ai vu que vous avez joué dans un festival voilà. prestigieux quand même, la Roque d'Anteron, Oui, Festival oui. Chopin aussi de l'Orangerie du Parc de Alors Bagatelle. ça, le festival Chopin, c'était moi tout seul. Oui, oui, oui. Voilà. Effectivement. Ouais. Mais oui, alors on a joué à la Roque d'Anteron avec le trio, on a joué à Saintes cet été aussi avec le trio. Voilà, et là on va jouer en Normandie au mois de mars. Hmm. Ce sera en quintette avec Violaine Despérou et Sarah Gégou. On jouera de mémoire toujours quintette de Dornani et quintette de Dvorak en Normandie. Ça, Mhm. c'est les concerts plus classiques qu'on a régulièrement. Ouais. Mais c'est selon les intéressant le périodes. fait que vous continuez toujours à faire des masterclass, à vouloir Oui, améliorer. je pense, oui, en fait, on n'est pas. Il faut s'améliorer toujours. Mhm. Et il y avait une histoire comme ça que j'ai entendue quand j'étais plus jeune je pense que c'était Franz Elmerson, qui est professeur de violoncelle à Berlin, un très 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 grand professeur,
qui racontait à un de ses élèves. Oui, je pense que ça doit être lui. Je peux me tromper, hein, mais ça doit être lui qui disait qu'il avait une connaissance qui avait entendu avant lui passer en cours en Russie quelqu'un qui jouait vraiment très très bien quand même pour avoir cours. Vous voyez, vraiment c'était très très bien et qui avait voilà, mais qui prenait quand même un cours avec son prof et puis Ouais. après le cours de la personne précédente est fini et il voit sortir de la salle David Oistrakh en fait. Oh! Qui fait- L'élève? oui, l'élève, Ah oui, mais qui faisait son comment dire son check-up en fait. au coaching, ouais, Voilà, ok. pour voir où ça en était, pour Ouais. histoire de pas faire de bêtises. Donc Wow. tout le monde, en fait, au contraire, je pense qu'il faut, il faut jouer avec des gens et je crois on n'est Hmm, pas musicien tout seul, on est toujours ouais. musicien. Alors ça c'est mon avis parce que je fais beaucoup de musique de chambre et Oui. effectivement c'est C'est une autre approche aussi que solo, là. moi, c'est ça qui me porte parce que vous êtes obligé de jouer toujours bien parce qu'il y a quelqu'un avec vous. Voilà, vous êtes, il y a une approche de groupe qu'au piano on n'a pas parce qu'au piano on fait pas l'orchestre par exemple, donc c'est pas quelque chose avec lequel on Ouais. a grandi. La rigueur de l'orchestre, la rigueur horaire, la rigueur de comportement Hmm, nécessaire, c'est pas quelque chose au piano qu'on a alors que quand on fait un instrument à cordes, on fait ça depuis qu'on a 3 ans. Du coup, vraiment, quand on participe à l'orchestre, on voit que c'est ancré dans les gens et nous, il faut vraiment qu'on ouais, s'adapte puis vite. souvent les concertos pour piano ont été composés un peu comme, ben, peut-être pas juste pour piano, mais étant donné que les, les seules occasions, parmi les seules occasions, c'est pour jouer avec un orchestre, c'est en tant que soliste. Oui, Et oui, c'est un duel, en fait, entre l'orchestre oui, bien et le sûr. pianiste. Donc, Mm, on est comme un peu mm. euh, C'est, David contre Goliath. oui, c'est un petit peu ça, oui, quand ça arrive. Et c'est vrai que, du coup, voilà, cette approche-là, ça passe par le fait de toujours voir des professeurs de temps en temps Mm, pour oui. nous réorienter, pour Ah apprendre oui, des non, je suis choses. tellement Voilà. d'accord. À chaque fois que Mm. ça m'arrive encore, mon Denis Pascal, c'est mon professeur au doctorat, mais aussi il y a Diane Anderson que je vais faire des masterclass en Belgique parfois, puis à chaque fois, ça redonne tellement de recul, mais aussi d'idées, et quand on revient, on est tellement plus motivé, Oui, oui. et c'est comme si on redécouvrait à chaque fois. On redécouvrait à chaque fois notre métier. Ouais, ouais. Et à chaque fois, on a l'impression, ah oui, quand même, Mm, il y a toujours des choses il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses à ouais, revoir qu'on oui, oublie parce que ouais, ouais. c'est important, voilà, de rencontrer des gens et on fait pas, voilà, pour moi, on fait pas, si on reste enfermé chez soi, on fait pas de la musique tout Mm, seul. Tout le monde ne pense pas comme ça, mais voilà, mm, il y a le contact avec le public, il y a le contact avec les gens, il y a aussi le mm, contact avec les autres musiciens, les professeurs. mhm, Et c'est pour ça qu'on prend toujours toutes ces masterclass. mhm. Encore. Ah, on va écouter tout de suite un extrait du trio Oui, avec c'est Iris Sialom et c'est Iris Sialom au violon Sialom. et Magali Mouter de violoncelle. Voilà. Et donc on va écouter ensemble une prestation qui me semble avoir été enregistrée en live. Voilà, en live à Madrid. Voilà. Du troisième trio de Brahms, le premier mouvement. On va écouter les dernières minutes.
Oui, oui, très beau. Alors, je vois que sur l'enregistrement, vous aviez vos masques. Alors, c'était encore pendant la pandémie. Il fallait jouer encore avec masque en Espagne à cette époque-là. Donc on OK. était, de mémoire, c'était en décembre 2021. Oui, donc on était encore... oui, 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 oui. Mhm, On était à la fin, mais on le sentait encore à ce moment-là. mhm. Et cette période, justement, pandémique, comment tu l'as vécu, étant donné que tous les concerts ont dû être annulés? Est-ce que tu en as profité pour faire des concerts en ligne, ou des streaming, ou des On trucs? en a profité. Alors moi en streaming, non, j'ai pas trop fait ça. Alors on en avait profité pour plusieurs choses. Déjà, on avait fait justement à un moment il y avait quand même un sacré besoin de concert pendant la première. Mhm, J'avais passé le premier confinement, j'étais pas à Paris, j'étais à Annecy, à la montagne. C'est très très agréable. mhm, Voilà. Et on a en fait un ami à Magali et moi a un verger là-bas pour mhm, faire court. Voilà, dans son village, le verger est en pente vers le haut et du coup on avait essayé de faire un mini format de concert comme ça où on pouvait jouer dehors. C'était en juin, il faisait beau et en mhm. fait l'acoustique au naturel était donc très bonne. Donc voilà, ça a permis Mhm. du coup en fait de faire de la musique un petit peu autrement parce que c'était Ouais. un concert qui en fait dans le format n'était pas du tout classique. On avait pris le piano du salon et descendu sur un tracteur pour le mettre en bas. Voilà, les Wow. gens en fait disaient qu'officiellement c'était même pas un concert. Comme en fait on était dans le jardin. Mhm. Donc officiellement voilà, dans le village il y avait des gens dans le jardin qui ont pu avoir un concert un peu comme ça. Mhm. Alors j'en avais aussi profité pour justement, il y a un projet qui est né pendant cette pandémie qui s'appelle L'envers du miroir en fait. Là, c'est moi qui ai composé sur un texte de Marc Henrique. C'est une espèce de, comment dire, on peut dire un mini-opéra, on peut dire un... Mhm. Voilà, le titre officiel, c'est Drame lyrique, mais ça fait plus de un an que j'ai fini la pièce et que j'ai toujours pas trouvé le genre. Par contre, ça s'appelle vraiment L'envers du miroir, en fait. Donc, c'est pour soprano et trio. Vous avez la soprano qui joue le rôle d'une jeune fille de 14 ans, en fait, qui s'inscrit sur un réseau social. Mhm. Et ça se termine pas très bien, parce que ça reste de l'opéra, il faut bien que ça finisse mal. Et c'était justement, c'est un projet qui a été. L'idée est venue que justement pendant cette pandémie, alors moi j'étais pas intermittent à l'époque, et Magali non plus. Et Mhm. du coup, on voyait beaucoup de. En fait, on donnait beaucoup de cours. Voilà. Moi, en fait, du coup, j'ai très très vite. J'en ai profité pour beaucoup enseigner. Mhm. Et on voyait derrière nos écrans, en fait, nos élèves qui, du coup, passaient leur vie en fait sur les réseaux sociaux. Ouais. Voilà. Et c'est de là est venue l'idée de cet opéra, bon, assez tragique. Hein. On a Ouais. de la chance, hein, ça va, on n'a pas d'élèves qui à qui il est arrivé une chose telle que ce qu'on décrit dans l'opéra. Mais en fait, en gros, il y a 8 tableaux et en fait, qui retrace en fait ses pensées mises en musique, voilà, dans un Mhm. format un petit peu plus petit. Donc Ouais, effectivement, là, ouais. j'avais eu le temps de me concentrer sur la composition de ce petit opéra qui a été donné à Saint-Ouen juste après, en octobre de l'année dernière. Mhm. Et Voilà, donc. ça avait été enregistré? Alors l'opéra, non, il n'est pas enregistré. Mhm. On espère, on devrait enregistrer là très bientôt un bout. Voilà. Et donc, je vois que tu es créatif. Le côté, le compositeur, bon, il y a le pianiste, mais le compositeur aussi. Parfois, c'est un peu séparé. Souvent, on voit les compositeurs d'un côté et les instrumentistes de l'autre. Oui, Toi, tu peux très bien jouer du piano, comme on l'a entendu. Et comme ton parcours aussi l'indique, le montre très bien. Mais bon, la composition, est-ce que ça a toujours, depuis le début, faisait partie de toi? c'est un... Non, je pense pas. C'est vraiment OK. le hasard. En fait, ben, c'est le conservatoire qui m'a poussé. Hmm? En fait, moi je voulais, voilà, c'était le piano qui était important. Et voilà, et au départ, bon, je m'intéresse aussi à la musique en général. Donc voilà, comment c'est fait, comment ça marche, c'est quelque chose
qui m'intéresse beaucoup. Du coup, j'avais pris les cours d'écriture, les cours d'harmonie, etc. Quand j'avais 20 ans, et Isabelle Dua, ma professeure de l'époque, m'avait proposé, voilà, ça se passait bien, de rentrer au conservatoire. Donc je suis rentré en harmonie, avant de rentrer en piano d'ailleurs, à l'époque. Et je me souviens, le premier cours avec le compositeur, c'était Fabien Waxman, qui nous dit, alors moi j'envisage vraiment la classe d'écriture comme voilà, une classe de composition, etc. Et là, moi je venais de partir chez mes parents, j'étais seul dans mon appartement, c'était mon tout premier cours au conservatoire le mardi matin de la 3e semaine de septembre, et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Voilà, et en fait, la belle manière dont il mène la classe a poussé à ce qu'on ait pas mal de projets, et aussi le cycle en fait pousse à ce qu'on s'exprime aussi, parce qu'il y a pas mal de choses libres, etc. Au-delà de découvrir un peu les styles des compositeurs préexistants, en fait, la classe d'écriture, c'est vous composer dans les styles de compositeurs qui existaient déjà avant. Donc vous faites du Bach, vous faites du Fauré, vous faites du Schumann, etc. Ça dépend les années, ça dépend les profs. Mais on pouvait le faire de manière assez libre, voilà, pour apprendre ce que c'est aussi que mener une forme, que orchestrer, que faire dialoguer des instruments, voilà, des choses vraiment vraiment très intéressantes. Et en fait, de fil en aiguille, c'est ça qui m'a poussé à composer après. Alors le confinement avec ce projet-là a été un peu catalyseur, parce que c'était pas du tout une activité principale. Et en fait, maintenant, ça l'est, je pense que ça va le devenir plus. Voilà. Ça va le devenir plus, et que le confinement est un petit peu responsable de ça. Donc voilà, je prépare, j'ai d'autres pièces dans les cartons qui devraient sortir. Oui, j'avais vu une pièce aussi, fragment pour, je sais plus, je pense 13 musiciens. Alors, c'est 13 musiciens, en fait. Il y a eu c'était quand, au conservatoire, on faisait le centenaire de la mort de Debussy, donc on était en 2018. Et Debussy avait pour projet d'écrire 6 sonates, et il y a 3 compositeurs qui ont été appelés pour faire les 3 sonates qui manquent. Donc il y avait hautbois, cor, clavecin de mémoire, et il y avait une sonate pour quintette et piano, et une sonate pour tout le monde à la fois. En projet. Alors, une sonate pour tout le monde à la fois, ça fait, il faut se représenter bois par 1, donc c'est-à-dire on a une flûte. En général, l'orchestre, les bois sont par 2. On a une flûte, un hautbois, une clarinette, un basson, ce qui est assez rare. Parce qu'en général, quand vous avez une flûte, vous avez 2 hautbois, vous n'avez pas de clarinette. Voilà. Donc vous avez les bois par 1, assortis des cuivres par 1, donc une trompette, un cor. On a dit tout le monde, donc un piano, là ça devient déjà plus rare. Un clavecin, parce qu'on a dit tout le monde, donc piano clavecin, ça devient encore plus rare. Il y a une sonate pour alto, flûte et harpe, donc il y a une harpe, donc ça, vous avez 3 claviers, ce qui fait un ensemble assez hétéroclite, et il n'y a pas plusieurs violons. Là j'en suis à 9, du coup vous avez avec un seul violon, un alto, un violoncelle, une contrebasse, et on a fait les 13. Voilà, donc ça fait un espèce d'ensemble, voilà, donc c'est complètement, c'est un peu unique, comme truc. Et on m'avait proposé de faire ça, moi j'étais ravi, voilà. Du coup, ça fait partie des choses qui m'ont mis le pied à l'étrier pour écrire aussi ce projet-là. Ouais, parce que d'écrire pour d'autres instruments, il faut se mettre un peu dans la peau de ces musiciens. C'est voilà. pas... En fait, moi, j'avais fait l'orchestration avec Marc-André Dalbavie au conservatoire, aussi dans le cadre de mon cycle d'écriture. J'avais fait une année. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéressait. Voilà, c'est vraiment... Voilà, moi j'avais commencé pour faire le piano, vraiment pour faire le piano. Voilà, moi j'avais l'image, le piano il est solo. Du coup j'ai fait tout ce qu'il y avait autour. C'est venu, en fait, c'est venu cette histoire de composition. Voilà, c'est venu vraiment parce qu'au départ j'avais un intérêt pour comment les pièces que je jouais étaient faites. Puis après j'ai commencé à faire les miennes et presque à y prendre goût, on va dire. Et donc la musique plus de concert, est-ce que aussi la musique de film, quelque chose qui pourrait t'intéresser? Alors oui, ça c'est clairement quelque chose qui pourrait m'intéresser, oui. Ouais. Oui, j'en ai pas fait, mais c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, parce que c'est comme je l'imagine, voilà, parce que j'en ai pas fait, mais comme je l'imagine, c'est vraiment un style où vous pouvez exprimer des choses de manière très très éclectique en fait.
C'est en fait tout ce qui est musique. Voilà, moi j'avais écrit l'envers du miroir, c'est avec chanteur, donc un texte. Mhm. Et effectivement, je me sens, je me suis senti très à l'aise par le fait qu'il y a un drame et un texte à suivre Ouais. qui, on va dire, conditionne à moitié la forme, mais surtout permet d'avoir une musique à effet assez tranché en fait, que vous pouvez pas. C'est moins évident à faire, à moins de s'appeler Beethoven, hein, Ouais. voilà. À moins de s'appeler Beethoven. C'est moins évident à faire quand on fait de la musique instrumentale seule, parce que la musique instrumentale seule, voilà, comme vous n'avez pas de texte, il faut que les gens ils puissent suivre une histoire sans mots. Voilà, Mhm. et voilà, vous pouvez pas faire des ruptures comme ça n'a pas Ouais. de sens. Vous avez un texte, bon, bah, il se passe quelque chose dans le texte, vous avez le droit à faire une rupture. Vous avez une rupture à l'image, vous avez le droit de faire ces ruptures-là. Et surtout dans les deux, d'ailleurs, dans l'opéra aussi, parce que le verre du miroir, de style, il y a beaucoup de styles, enfin j'ai eu beaucoup d'influences, que ce soit comédie musicale, que ce soit des choses plus classiques, que ce soit Poulenc ou Mhm. Puccini, ou quand je dis comédie musicale, c'est-à-dire qu'il y a eu des influences même de Stephen Sondheim, des choses comme ça, des influences de Debussy, des influences même plus romantiques. Et ce Ouais. qui m'intéressait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous pouvez vraiment avoir un style qui prend beaucoup de forme. Vous pouvez mêler Mhm. beaucoup d'influences Ouais. selon ce qui se passe. Est-ce que le souci de faire de la musique contemporaine est présent ou tu sais, de ne pas faire de la musique trop facile ou trop harmonique, trop Non. accessible? Parce qu'il y a toujours ce problème-là en composition qui Oui, il y a arrive en toujours ligne de compte. ce. Euh, Oui, mais en fait, j'en ai. Je m'en fiche. Enfin, ouais. voilà. C'est pas du tout. C'est vraiment quelque chose pour l'instant. Moi, bon, je me suis toujours dit que je composais ce que j'aimais bien. Alors, Mm. c'est pas pour dire non, je suis pas. Je dis pas non, la musique contemporaine, atonale, c'est Ouais. pourri. Ouais, Non, ouais. je veux pas faire ça. C'est pas la question. Au contraire, c'est. Ce que je veux dire, c'est que là, il s'est passé beaucoup de choses. On a accès à beaucoup de musique préexistante. Et du coup, moi, j'utilise tout ce qui me passe par la tête. S'il y a besoin de faire de la pluritonalité, j'en fais. Puis s'il y a Mhm. besoin de faire des harmonies très simples, j'en fais. Ça Ouais. dépend ce qu'on veut. Mais Ouais. c'est pas Plus un souci. au service du texte, au service C'est au service de ce que je veux exprimer. Voilà. voilà. Moi, Ouais. il y a un truc que je veux exprimer. Avec une histoire, donc soit l'histoire du sexe, soit une histoire un peu plus abstraite, il se passe Mm. ceci, il se passe cela, et puis après on termine comme ça. Mm. Mais je pars de là. Après, voilà, je suis pas, non, c'est pas faire de la musique vraiment différente pour faire de la musique différente. C'est pas Ouais. Mais comme ça que en j'aborde fait, les choses. même c'est comme un peu la mode, c'est-à-dire Mm. à l'époque, quand Boulez, bon, même avant Schoenberg sont arrivés avec Mm. leur style, c'était pas la mode. Donc, ils sont allés vers quelque chose d'assez inusité. Ouais. Donc, si nous, on essaie ben, on est rendu là dans la musique contemporaine, on va faire pareil, ben, finalement, on fait pas ce qu'eux ont fait, parce on fait juste recopier ce qui se fait déjà aussi. Oui, oui. En fait, je pense vraiment. J'ai jamais. Comment, comment dire, ils avaient vraiment une idée précise de ce qu'ils voulaient faire de différent. Mhm. Mhm. Mais peut-être après, voilà, si on se dit que on est chacun de nous est le fils de l'époque dans Ouais. laquelle il vit, voilà, nous on a des choses différentes dans les oreilles que eux aussi quand même. Ça fait, voilà, Ouais, maintenant, la musique voilà, populaire, la musique de la radio, voilà, la on musique de film entend, et on tout, a la musique de film, la musique répétitive, et aussi minimaliste, beaucoup la voilà, tout musique ça, oui, 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 minimaliste, mais ouais, oui, ces oui. temps-ci. Tout le monde a ça Mm. dans l'oreille, et du coup, chacun, en fait, voilà, il faut pas avoir la prétention de dire non, moi je crée ex nihilo, enfin moi c'est pas quelque chose que j'ai, et du coup je pense que Mm. on écrit ce que notre époque nous fait passer par la tête. Enfin voilà, Ouais. voilà, si on se remet dans l'époque de Boulez, etc., il y avait la Seconde Guerre mondiale pas loin, Mm. il y a beaucoup de choses qui ont poussé à faire toutes ces choses différentes. Par exemple, c'est vrai que Schoenberg, ça fait bizarre de lire ça maintenant, mais il disait que lui, il s'inscrivait totalement dans la lignée de Brahms en fait. Bien. Et voilà, pour lui, Ouais. il y avait Brahms, et qui était déjà considéré comme très traditionnaliste à son époque, et Mhm. Schoenberg derrière qui faisait de la tonale. Et il disait lui-même, voilà, moi, bon, bah certes, je fais de la tonale, d'accord. Pour le reste, c'est comme d'habitude, hein, voilà. Ce qui n'était pas du tout de mémoire comme ça, Mhm. c'était pas du tout ce que Boulez il voulait faire. C'était pas du tout ça. Mhm. Voilà, même s'il utilisait l'atonalisme.
Mais voilà, je pense effectivement que avec tout ce qu'on a maintenant dans les oreilles, on fait quand même une musique. Voilà, j'espère qu'on fait quand même une musique de notre époque. Parce que des fois, ouais, des fois j'ai un peu l'impression que ça devient une expérience de laboratoire de mathématicien. Ça devient très poussé. Bon, c'est Hein. bien aussi, mais c'est vrai que nous, en tant que musiciens, interprètes, compositeurs aussi, bon, mais compositeurs, mais surtout à travers les œuvres qu'on a jouées au piano, des fois ça devient un peu, ça peut être un peu rebutant hein, aussi. Je parle pas de Boulez, mais je parle plus des œuvres avec électronique et tout. Oui, ça Euh, peut. Ça peut. ouais, Ça dépend des goûts, ouais. Mhm, ça dépend de ce qu'on aime, etc. mhm, Voilà, en tout cas, c'est pas. Voilà, moi ça m'intéresse, tout ce qui s'est fait m'intéresse. mhm. Voilà, il en sort ce qu'il en sort quand je compose. J'avoue, voilà, c'est pas voilà, je me pose pas encore trop de questions sur le langage même. Bon, parlant de composition, on va écouter ta composition qui s'appelle Lune rousse. Oui, Pour piano seul. oui, oui, oui. On se parlait au début de l'émission, avant de commencer, que ça a été enregistré à la salle Colonne. Et c'est intéressant parce que je fais ma thèse sur Pierney et puis diriger les concerts Colonne pendant de 1903 à 1934. Là. Bon, c'est plus la même salle, mais je pense qu'il y a encore il y a toujours l'orchestre Colonne qui existe. Oui. Ouais. Euh, et donc, c'est dans cette salle-là que tu as enregistré Lune Rousse. Parle-nous juste pourquoi Lune Rousse? C'est par rapport à la poésie ou C'est par rapport à ce soir-là, il y avait une lune rousse par la fenêtre. Bah bon, voilà. Voilà. Je me Ok. souviens, je voulais enregistrer une composition. J'ai regardé par la fenêtre qu'il y avait une très jolie lune, ce qui n'est pas tous les jours, et Hmm. j'étais pas chez moi, donc en fait vraiment la fenêtre donnait dessus. Vraiment, on voyait que ça au-dessus des toits de Paris. Ça faisait une Mhm. très très belle image. C'était très beau et la pièce est née là. Mhm. D'accord. Bon, on écoute la première moitié.
C'était Lune rousse, Oui. ta composition qui est vraiment intéressante, magnifique. On entend effectivement, je trouve, beaucoup d'influences debussiennes dans cette pièce-là. Oui. Mais pas que, mais pas que. Un peu de Lambert aussi, je pense. Peut-être. Bon, en terminant sur le volet compositeur, quand tu composes pour piano, bon, tu as vu une lune rousse, ça t'a inspiré, mais évidemment, on voit sur la vidéo, parce que c'est une vidéo sur YouTube, qu'il y a une partition, donc ça a été écrit. Oui. La pièce est quasiment totalement écrite, tout en sachant que je pense que de mémoire, en jouant, j'ai rajouté 2-3 petits détails. Et donc il y a des tout petits détails sur la partition qui existent qui ne sont pas dessus, qu'il faudra peut-être que j'écrive, peut-être. Et je pense, pour tout vous confier, que la fin, il y a bien les 45 dernières secondes sont improvisées. Ah, ok. Ouais, dessus. Mm-hmm. Voilà. J'étais pas satisfait de la fin quand il fallait jouer, mais voilà, c'était programmé, il fallait faire une fin, et j'ai fait une fin. Mm-hmm. Mm-hmm. Je pense qu'il y avait Beethoven qui improvisait ses cadences. En fait, il les a écrites, mais puis... Non, mais puis en fait, c'est nos pièces. C'est-à-dire que quand on compose, moi, ça m'avait vraiment montré quelque chose. C'est que... Voilà, quand on joue ces pièces, c'est nos pièces, on les connaît, on fait pas l'analyse, il veut dire quoi. Nous, on sait, en fait. Ouais. On sait. Et non seulement on sait, c'est lié à nous. Donc normalement, il n'y a pas de travail de, comment dire, historique. On ne travaille pas notre son. Ouais. Il n'y a pas de travail historique, oui, en plus, oui, parce que c'est nous qui le faisons. Donc non, il n'y a pas ce travail-là. Et c'est notre, c'est-à-dire qu'on joue, on va écrire naturellement ce qui va nous aller. Ouais. Et du coup, on se rend compte, en fait, moi je me suis rendu compte que quand on jouait les pièces des autres, en fait, ce qu'on faisait, c'était vraiment un travail difficile. Parce que du coup, c'est-à-dire qu'on met, quand on joue, on met vraiment tout son corps et tout son être au service de comprendre quelqu'un qu'on n'a pas rencontré physiquement en plus, dans la majorité des cas, pour ma part. Et là, quand on joue ces pièces, voilà. Et aussi, c'est nos pièces, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, on change, on enlève, on change la nuance, on les connaît, on sait comment elles marchent. C'est pour ça qu'on improvise la fin, c'est notre fin. On la change, on vit avec. Voilà, c'est pour ça, quand on a, par exemple, ça me fait penser aux enregistrements de Scriabin où les pièces n'ont rien à voir avec ce qui est écrit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer ce qui est écrit, mais c'est intéressant la question entre ce qui est écrit, qui est une œuvre à part entière, mais après, nous, ce qu'on va en faire, comme c'est notre œuvre, on peut la faire évoluer dans notre tête ou dans la vie. C'est pour ça que Rachmaninoff aussi révisait ses œuvres souvent. Oui, c'est pour ça qu'on révise là tout ce que le peu que j'ai écrit, tout peut être révisé. Voilà, je sais pas. Quand j'ai joué, quand on joue même les pièces qui sont totalement écrites, voilà, on sait on peut changer des choses au dernier moment aussi. Puis dans le processus d'écriture, est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que des choses se précisent, justement, juste par le fait de l'écrire? Parce que souvent, on peut composer des choses, ça reste dans notre tête. On peut la jouer exactement pareil, mais le fait d'écrire, des fois, ça nous fait voir peut-être d'une autre façon. Je sais pas si toi, ça Si. Alors, surtout change. Quand on écrit, ce qui est important, c'est que la chose qui pour le coup, n'est pas improvisée avec ces pièces-là, c'est tout ce qui est de l'ordre de la forme. C'est-à-dire que pour le coup, quand on écrit, voilà, on peut changer des détails quand on les joue sur scène. Par contre, on sait où on en est. Ça, pour le coup, c'est parce que c'est écrit. Voilà. Est-ce que ça précise des choses? Oui, parce que c'est quand même un processus, pour le coup, d'isolation, qui est la chose la plus, comment dire, la plus propre pour le coup à la composition, parce que quand vous jouez le piano, vous êtes avec des gens. Là, ce que je disais tout à l'heure, on fait pas la musique, on fait pas l'interprétation tout seul. Par contre, vous composez, vous êtes en intériorité, voilà, en général vous êtes isolé, et du coup c'est un autre travail. Et ça, oui, le fait d'écrire pousse à faire ce travail là et à activer ce processus là qui fait que voilà, après le cerveau continuera à écrire. Ouais, juste comme
ma pièce c'est en 4/4 ou tu sais, c'est en 6/8. Oui. En fait, peut-être qu'on pense pas nécessairement quand on la compose, on la joue, on ressent la musique, en fait, voilà, le rythme se place un peu tout seul, mais Mm. c'est vrai que là, il faut comme, ah oui, c'est quoi la Oui, non, c'est des tonalité? questions intéressantes, des fois, les questions comment on peut écrire ceci, cela. Et on se rend compte que tout n'est pas facile à écrire. Mhm. La musique qu'on pense, c'est vraiment des questions intéressantes, des fois. C'est vrai que, moi, justement, on peut pas tout écrire, mais des fois, l'écriture, ça aide aussi à imaginer des choses qu'on n'a pas le pouvoir, le super pouvoir d'imaginer sans le voir. Mhm. Voilà. Ça dépend après des gens, mais pour le coup, c'est enrichissant de passer par l'écriture, en tout cas. Mhm. Mhm. Voilà. Je devrais m'y mettre aussi. J'avais composé une pièce pour les jeunesses musicales. Il y avait un thème thématique domicile adoré pendant la pandémie. Mm. Donc, domicile adoré pour domicile adoré vu qu'on était Ah, pris à d'accord. domicile. Ouais, et je me dis toujours, ah, j'aimerais ça l'écrire. Bon, je penserais pas qu'il y aurait beaucoup de choses à ce stade-ci qui changeraient, mais bon, au moins, de juste l'écrire, puis peut-être, tu sais, si d'autres personnes aussi, d'autres pianistes pourraient la jouer, ça peut être Ah, bah intéressant oui, de oui. voir quelqu'un d'autre jouer notre pièce. Bah oui, mais toujours. Hmm. Puis c'est toujours. Bah déjà, on a hâte d'entendre ta pièce déjà de une. Ouais. Et là, effectivement, quand on entend. Quand d'autres jouent la pièce, c'est intéressant de. Enfin, déjà, enfin, c'est intéressant. Non, déjà, c'est très gentil à eux, déjà. Mhm. Parce que les gens qui ont eu peut-être le malheur de jouer ou chanter ce que j'ai écrit, ils ont toujours mis un investissement C'est fou. vrai. Mhm. Et, et c'est toujours très flatteur de voir que Mhm. les gens, voilà, si c'est gentil de jouer ça, qu'ils sont pas obligés et que c'est pas du Beethoven et du Mozart non Ouais. plus. Ils mettent tant d'énergie et d'implication. Déjà, donc merci à tous ceux qui l'ont fait et Mhm. merci pour cette implication. Et effectivement, c'est intéressant après de voir ce qu'on peut formuler. On voit en fait que nous, il y a des choses qui sont importantes pour nous. Mhm. Euh, et de voir aussi que c'est de la recherche quand même constante, ce qui montre que quand on joue les pièces, le répertoire en fait aussi, si le compositeur était là, peut-être aussi ce serait de la... On cherche aussi, voilà, c'est pas parce que par exemple il y a des pièces où il y a des tempi dessus, l'envers du miroir par exemple, c'est 50 minutes, la partition, il y a 50 minutes de tempi qui sont pas les bons. Pourquoi? Parce que, bon, déjà d'une, le métronome que j'avais Mhm. utilisé était un peu détraqué, il faut quand même le dire. Donc c'est possible. Voilà. Mhm. Et de deux, après, il y a les gens. D'autant c'est une pièce avec voix qui a été écrite d'ailleurs pour Delphine Desvar, pour une voix, un type de voix. Et en fait, on cherche à deux comment moi je peux mettre en valeur sa voix. Et à partir de là, il y a la partition, puis après, en fait, on va modifier plein de choses. C'est une Mhm. recherche à deux parce Oui. qu'elle, elle va me faire l'honneur de donner sa voix et de chanter, ce qui est quand Mhm. même fatigant. Du coup, en plus, on cherche, et moi, je vais chercher, je vais lui dire de l'extérieur, il faut qu'elle ait confiance en moi aussi. Dire de l'extérieur, c'est ça, ça marche bien. Donc, du coup, voilà, de Ouais. prendre le crayon et puis la pièce, on la change. Mm. Mhm. Ouais, mais je pense que ça date de. Ça a toujours été. Les Ouais. interprètes ont travaillé avec les On compositeurs. travaille pour chercher quelque Ouais. chose, et du coup, on en vient, voilà, la musique, Mhm. on la fait pas tout seul. Mhm. Mhm. Mm. À moins d'être bon, le piano, ça va, tu connais, mais Oui, oui, tu sais, oui. les autres Voilà, mais instruments. même, ouais, ouais, mais après la pièce, vous voyez, on la joue, voilà, on la joue à des Mm. gens, vous avez les retours. Mm. Vous voyez, c'est comme la jam session en fait, hein. C'est Mhm. vous jouez pour des gens et comme dirait, pardon, là je suis passé du coq à l'âne, mais comme dirait pour le coup Günther Pichler, il dit si vous voulez savoir si ce que vous avez fait c'est bien, c'est pas compliqué, vous regardez la tête de vos partenaires, vous regardez leur visage, vous écoutez même pas ce qu'ils disent et puis vous voyez si ça a marché ou si ça a pas marché. Mm. C'est vrai, vos compositions, voilà, moi je vois quand je fais écouter certains passages, je vois la tête des gens qui écoutent et je dis bon ça non, ça oui. Ouais. Et on peut pas tout deviner. Voilà, on Mm. voit les faits, Mhm. on Mm. voit si ça plaît, et c'est jamais forcément ce qu'on croit. Mhm. Voilà, des fois Ouais. on joue puis on voit bon, ah bah en fait ça. Ouais. Ouais.
Ouais, non, ça non, mais ouais, mais ce passage-là que pour moi c'était moyen, les gens font comme waouh. Ouais, des fois ça marche, et voilà, Ouais. puis on voit comme ça. Ouais. Ah, on a pris beaucoup de temps pour le côté compositeur, mais parce que je trouve ça vraiment. Je suis curieux à propos de ça, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, la composition, puis, mais surtout aussi de voir un interprète de haut niveau s'investir aussi dans la composition. Je trouve ça bien. Bon, t'es pas le seul, il y en a d'autres. Comme ça, il y a Marc-André Hamelin, un pianiste Oui, aussi, oui, qui oui. compose beaucoup. Bon, il y en a d'autres, mais quand même, c'est pas la norme Mm. de nos jours. Euh, En terminant, j'aimerais ça, juste tu nous parles un petit peu de tes activités professionnelles, le saut aussi dans la carrière professionnelle, parce que il y a beaucoup de musiciens et de pianistes qui vont nous écouter, qui nous écoutent peut-être, qui sont encore aux études au conservatoire. Et j'ai vu que tu faisais l'accompagnement au conservatoire Gabriel Fauré, 5e arrondissement. Oui. Et bon, aussi, tu as un site web. Commençons par oui, l'accompagnement. Je me demandais quelle approche que tu adoptais vis-à-vis ce métier, parce que c'est quand même différent là, de Oui, musique de chambre. c'est pas pareil, différent. Ouais. Enfin, je voulais dire, non, pardon, je voulais dire, c'est identique, pas identique. On joue toujours du piano, mais Mm. effectivement, Plus au service en de. fait, vous êtes, oui, c'est ça. L'accompagnement, c'est vraiment l'idée de, il y a un projet X qui a des formats qu'on va pas forcément, non, qu'on peut quasiment pas imaginer quand on est en études. Même si le cycle d'accompagnement au conservatoire est quelque chose de très complet, où on aborde beaucoup de choses, que ce soit la transposition, on joue des pièces, on les lit dans une autre tonalité, la réduction, où on joue seul des parties d'orchestre ou de chœur, des choses comme ça, c'est un cycle très complet, on fait un petit Mhm. peu d'improvisation aussi. Euh, et Ah, le tu avais but, fait le cursus aussi dans non, l'accompagnement? non, Non. mais en fait, on doit par exemple, voilà, en fait, le but de ce cycle, c'est d'anticiper un petit peu tout ce qui peut nous arriver si on a une vie professionnelle un peu Ouais. défini accompagnateur, Oui. on va dire. Et notamment la définition de l'élève, il vient à sa répétition et il dit bonjour monsieur, j'ai oublié ma partition à la maison. Et on peut pas lui dire bon ben salut, hein, tu rentres chez toi, c'est dommage. Voilà, et donc du coup, ça peut être le concert, il faut jouer quelque chose, voilà, il faut pas laisser là. Mhm. Et en fait, l'accompagnement, c'est vraiment la définition de. Il y a un projet d'un format inimaginable. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un chœur qui va chanter on sait pas quoi, des Mhm. chants de Noël, du répertoire qu'on voit pas en classe parce que c'est pas du répertoire classique, mais du répertoire pour enfants contemporains, Mhm. avec des instrumentations étranges différentes. Voilà, et il faut que tu joues, il faut que tu les aides, faut que tu t'intègres là-dedans, il faut que tu te donnes quelque chose là-dedans tout de suite. Voilà, allez, hop, c'est parti. Ouais. Ouais. Voilà. Faut faire des Et miracles. Un peu. voilà, allez, hop, c'est parti, ce répertoire, ce Ouais. compositeur-là, et on Ouais. voit que ça peut être du répertoire. Des fois, il faut avoir un peu d'impro jazz, mais pas que. Il faut pouvoir improviser un peu tel style, Ouais. déchiffrer la musique écrite ou pas, improviser Oui. la chanson. Voilà, c'est vraiment ça. Mhm. C'est vraiment ça le métier d'accompagnateur. Mhm. Et du coup, par rapport à mes activités vraiment Oui, professionnelles, oui, parce que tantôt, ouais, tu as dit que tu étais intermittent de oui, spectacle. oui, Ça, en fait, au Québec, ça n'existe pas, oui, à ma connaissance. Au Canada non plus. Nous, on est vraiment payé au concert. oui, Bon, il y a aussi il y a des conseils des arts qui peuvent aider au niveau dans les tournées. Ça peut aider à payer, mettons, les transports, l'hébergement, les repas et tout. mm. Mais il y a pas ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui, en de ce que fait, c'est? alors le système, c'est que c'est comme, en fait, c'est comme le système de chômage en France pour tous les salariés. C'est voilà, c'est vous Ouais. avez en fait voilà. Alors la première chose, c'est qu'en France, parce que je crois qu'au Canada, je ne sais pas, mais je crois qu'au Canada c'est différent. En France, quand vous faites un concert, vous êtes salarié de quelqu'un. Voilà, vous n'êtes pas un indépendant qui vendait des produits. En France, c'est Travailleur interdit. autonome ou Voilà. auto-entrepreneur, par Voilà, exemple. pour faire les concerts, j'entends pour faire les concerts, c'est de mémoire interdit de faire des concerts en auto-entrepreneur en fait. On doit être salarié par quelqu'un, par la salle, par qui vous voulez. Mhm. Voilà. Et du Guzo coup, aussi, je pense. alors oui, le Ouais. GUSO, oui, en fait, ça c'est pour que par exemple des structures qui n'ont pas habitude de programmer des concerts, quand elles ont besoin de programmer un concert ou qu'elles le Ouais. veulent, grâce au GUSO, elles peuvent le faire très simplement. Et en fait, du coup, donc vous êtes salarié pour un temps, le temps du concert, en gros.
Et du coup, au bout d'un certain nombre de concerts que vous avez en tant que salarié, ben, comme les autres salariés, vous ouvrez des droits au chômage. C'est juste, c'est juste ces droits-là. OK. Voilà. Ça s'ouvre à partir, comme les salariés, d'un certain nombre, on va dire, d'heures, mais on va dire en gros un certain nombre de cachets. Mhm. On compte en heures, mais voilà, c'est plus facile d'imaginer que c'est un espèce de système de points. Disons que si vous faites un certain nombre de cachets, donc Mhm. à partir de là, ça vous ouvre ce droit au chômage. Alors ce qui est paradoxal, c'est que pour avoir ce droit au chômage, il faut quand même pas mal travailler. Et, et comme un droit au chômage n'étant pas éternel, Mhm. pendant que vous avez le droit au chômage, il faut travailler. Beaucoup. Donc en Ouais. fait, voilà. Mais c'est ça, c'est comme un travailleur saisonnier, mettons. Nous, tu sais, la construction, ils vont travailler beaucoup pendant certains mois. Il y a des mois qui peuvent pas travailler à cause, mettons, de la température et tout ça. Ouais. Mais, ouais. Et donc, ce chômage-là, en fait c'est pour avoir une espèce de salaire régulier à l'année, Oui, au en fait, final. ça fait que quand il y a moins de cachets, on n'est pas, voilà, ça lisse un petit peu. Voilà. Voilà, c'est-à-dire, Mais est-ce que voilà. les cachets de concert, est-ce qu'on, dans le fond, les cachets de concert sont encaissés par le concertiste ou il doit remettre ça à une instance qui, lui, ensuite... Non, non, en fait, non. le cachet, il est encaissé par le concertiste. OK. Et après, comme c'est du salariat, en fait, l'employeur va payer beaucoup de cotisations à Ouais. l'État en plus. Mhm. Voilà, pour tout ce qui fait un État, Ouais. tout simplement. Et dont le chômage. Et en fait, Ouais. effectivement, quand on va avoir beaucoup de travail, on va avoir des allocations moindres, ce qui est normal. Et quand on aura moins de travail, on va avoir des allocations un peu Voilà. supérieures, tout en sachant que l'allocation est calculée de telle sorte à ce qu'à partir du moment où on travaille, bon, ben voilà, ben c'est plus intéressant. Ce qui est le jeu, ce qui est normal, on va dire. Et du coup, ça permet effectivement d'avoir quelque chose d'assez lissé. Mhm. Si c'est à Euh, tous les mois, là. alors, on va pas, du coup, ces allocations ne vont pas faire qu'on touche un salaire identique tous les mois. OK. Non, non, sinon on ne travaillerait pas. Enfin, Ouais, c'est ouais. pas- C'est comme... ouais. En gros, c'est le raisonnement, hein. Mais en gros, on va toucher moins si on n'a pas de cachet. Pendant le mois, par exemple. Un mois, on n'a pas de cachet, OK. mais on va toucher un peu quand même. Du coup, voilà, au lieu d'avoir beaucoup, énorme trous, on a une espèce de courbe Mhm. comment dire, plus lisse. Puis Voilà. ça, ben, en fait, eux, pour qu'ils sachent, ceux qui... ben, qui donnent cette allocation, Mm. il faut qu'ils sachent combien de concerts vous faites dans le mois. Il faut envoyer Oui, une oui. En déclaration fait, alors, chaque mois. tous les mois, on dit tout ce qu'on a fait tout le mois. OK. Tout. Wow. Que ce soit des concerts, que ce soit les cours qu'on donne, aussi. Tout. OK. Ou alors, si on a pris un autre travail X, Y, Z, on le dit aussi. Et en fait, suite à ça, il y a l'allocation est versée. Et après, tout ce Hmm. qu'on a déclaré est vérifié, ce qui Ouais. prend un peu de temps. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, on a un paiement provisoire, histoire que le temps qu'il vérifie, on n'ait pas à rien. Et après, ce qu'on a reçu comme argent, après toute la vérification, c'est recalculé. Et normalement, il n'y a pas de grosse différence entre ce qu'on déclare et ce que après ils ont comme information. Mhm. Voilà. Mhm. En tout cas, ouais. C'est vraiment intéressant. Puis ça, je pense que c'est aussi un bon filet pour les musiciens. C'est un bon Ouais. filet, et c'est un filet qui aussi n'est pas que voilà, ça pousse pas à rien faire, dans le sens où justement en fait tous les ans, en fait on déclare toute l'année, Mm. et en fait tous les ans il y a un retour sur tout ce qu'on a fait dans l'année. Et à partir de là, on recompte en fait si tout ce qu'on a fait dans l'année est suffisant pour pouvoir ouvrir les droits pour l'année suivante. Mhm. En gros, on est au chômage, mais pendant le chômage, il faut travailler beaucoup pour pouvoir continuer à bénéficier d'allocations dont on bénéficiera en Mhm. tant que chômage, même si on travaille beaucoup. Ouais. Voilà. Ouais. Pour donner une idée précise, Mhm. on dit il faut 507 heures, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut l'équivalent de 42 cachets. Oui, parce que Voilà. les heures de travail, est-ce que c'est comptabilisé, les pratiques, la pratique, Officiellement, oui, oui. préparer les Officiellement, concerts? oui, oui. En fait, quand on dit un cachet, on compte 12 heures, mais c'est pas 12 heures de travail, un récital. Mais Ouais. on compte comme ça. En OK. gros, pour donner une idée plus précise, c'est l'équivalent. Il faut 42 cachets, Voilà. il y a 52 semaines à l'année. Ça veut dire qu'il faut faire bien l'équivalent en tant que pianiste d'un concert la semaine et Wow. demie. Donc en fait, il faut beaucoup jouer.
Ouais, c'est fou. Hein? Voilà. Alors après le cachet, voilà, je vais pas rentrer dans tous les détails selon Mhm. tous les instruments, etc. Mais vous pouvez, voilà, une répétition, ça peut compter un cachet aussi. Mais voilà, il faut faire beaucoup de dates. Mhm. Voilà, c'est vraiment l'équivalent d'un concert toutes les semaines et demie. Si vous considérez que Ouais, vous prenez des vacances, que vous enseignez par ailleurs, etc. Ça fait des périodes où vraiment vous jouez beaucoup. ouais. Donc, Voilà. il faut être beaucoup sur les courriels et les téléphones pour trouver les concerts ou à moins d'avoir une agence très Il faut avoir active. ces plans plus, on va dire, voilà, faut faire pas mal de choses Mhm. différentes. Voilà. Et toi, c'est ça, bon, je parlais tantôt tu as un site web, Mm, une chaîne YouTube, des vidéos et tout pour l'autopromotion mm. avec les médias sociaux. Ouais. Comment tu approches ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu t'occupes toi-même? Alors, Euh, je fais tout moi-même, mhm. comme je peux, parce Ouais. que c'est un travail qui n'est pas le cœur de ma formation, pour être franc. Mhm. Mais oui, je fais tout moi-même Mhm. dès que c'est possible et dès que je pense que ça va donner un petit peu de visibilité. Ouais. Voilà, le but étant que maintenant avec Internet, les gens ils se renseignent comme ça et il faut avoir une petite image sur Internet pour que les gens en Ouais. sortant du concert, ils tapent notre nom sur Google, sur Facebook et ils trouvent tout de suite quelque chose Ouais. d'assez clair. Et ça a pas été évident pour moi au début en fait de savoir exactement qui j'étais, définir qui j'étais pour que les gens en face comprennent ce que je fais. Parce que si vous êtes compositeur, vous êtes accompagnateur, vous donnez les concerts seuls, les gens, des fois, ils font mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi votre spécialité? Mais en fait, vous vivez de quoi? C'est quoi votre métier? Et du coup, le but, en fait, de toute cette communication, c'était de voir tout un petit peu unifié. Voilà, Théodore Mhm. Lambert, pianiste et compositeur, et qui joue dans toutes ces choses-là qui Ouais. sont un petit peu séparées. Mhm. Voilà. Mhm. Ouais, mais au final, c'est ça, c'est un peu ton entreprise, voilà, c'est tout ça. Voilà. C'est toi-même, en Voilà, fait. moi, c'est tout Ouais, ça. ouais. Voilà. Ben, mais non, mais puis je pense que de plus en plus, c'est ça, c'est pas tout le monde qui sont représentés par des agences. Puis il y a beaucoup maintenant, je pense que c'est normal, on demande aux interprètes aussi de parler pendant les concerts, de faire la Oui. médiation. Et en fait, là où il faut se donner un petit peu de courage, mais les agents, c'est quelque chose, en fait, je sais pas depuis quand ça existe, mais au Mhm. 19e, ça n'existait pas non plus. Hein. Mhm. Mendelssohn, il n'avait pas un agent, Schumann, il n'avait Les pas un agent. impresarios. Non, ça n'existait pas. Et Ouais. c'est intéressant de savoir, pour se donner du courage, qu'en fait, Mhm. quand Mendelssohn, il voulait faire découvrir ses pièces, il trouvait l'argent tout seul de on ne sait pas où pour payer tous les musiciens qui allaient jouer Mhm. sa pièce de sa poche. OK. En fait, il écrivait, puis après, il fallait tout gérer. Alors, il y avait des gens qui aident, hein, il y a des mécènes, etc. à l'époque aussi. Mais voilà, le travail logistique, en fait, était aussi assuré. D'autant que les compositeurs indépendants, c'est quelque chose qui est récent. Ça a commencé avec Mozart, hein, donc ça fait pas si longtemps que ça par rapport à l'histoire de l'Occident en général. Et Mozart, c'est un des premiers qui est, pour la musique qui nous concerne, qui est parti de la cour pour essayer d'être indépendant, trouver Mhm. les modèles économiques pour survivre. D'ailleurs, lui, apparemment, il s'est beaucoup fait arnaquer, si je puis me permettre. Et, mais, et, et avant, oui, les compositeurs, etc., ils faisaient tout le travail de logistique un petit peu. Il y avait du travail de logistique qu'ils avaient à faire aussi. C'est Mhm. une partie du métier Mhm. aussi dont on Ouais. parle moins. Ah, ah. Voilà, Ouais, parce qu'il y a une effectivement. époque, peut-être, la génération de nos professeurs, ben, même pas maintenant, mais à l'époque, c'était beaucoup plus les agents. Puis eux, Oui. ils venaient jouer. Puis bon, ils avaient le Oui, rôle. c'est un peu. C'est nous, c'est l'image qu'on a. Ouais. C'est l'image qu'on a de nos professeurs, effectivement. Après, pour en avoir parlé de ça avec certains, oui, Ouais. effectivement, voilà. À l'époque, il n'y avait pas tout le Internet, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Après, l'avantage aussi de l'Internet, c'est qu'on peut avoir une mainmise sur toute cette communication et ça Mhm. nous laisse une porte d'initiative Oui, plus c'est ça. large, ce qui Ouais. est bien. C'est bien Mhm. aussi, voilà, on peut faire un peu de communication, on peut suivre un peu tout ce qui se passe aussi. Voilà, donc ça a tout de même des avantages, même si c'est quelque chose de chronophage.
Ouais. Oui, absolument. Ouais. Puis je sais de quoi tu parles parce que je suis dans le même bateau. Je gère moi aussi mon site web, je fais tout. Site web, les concerts aussi, les courriels. Ouais. Tout, oui, Ouais. oui. Ouais. Les courriels, il y a beaucoup les courriels. Ouais. Voilà. Et justement, comme disait un de nos professeurs, voilà, bah avant, vous imaginez, nous, les courriels, en fait, on recevait les lettres. Puis quand tu recevais la lettre, ça voulait dire qu'elle avait été envoyée entre 3 à 6 jours avant que tu la reçoives. Donc du coup, bah, tu répondais un peu quand tu voulais et tout était fait comme ça. Du coup, c'était beaucoup plus lent, on avait bien le temps. Maintenant, il faut répondre vite, c'est très différent. Ouais. Voilà. Mais bon, voilà, c'est une partie du travail. Voilà, donc c'est toujours plusieurs casquettes. Voilà. C'est toujours plusieurs casquettes, beaucoup de choses à faire. Mais il y a, voilà, on a nos avantages aussi à notre époque. Hein. On a plein, on se déplace vite, on a le TGV, on a la voiture. Voilà, avant, on s'appelait liste, et ben, fallait prendre son carrosse. Voilà, et on se déplaçait à cheval et ça prenait beaucoup de temps aussi. Hein, donc, surtout en France, les trains, c'est génial. Nous, au Canada, c'est encore la voiture, le culte de la voiture. On a un peu des trains, mais c'est un peu archaïque si on compare. Bah, et puis la France, c'est un peu plus petit, je crois. Ouais, bon. Je crois que c'est un peu plus petit que le Canada. Donc on peut encore se déplacer, comme ça. Ouais. Et puis, en terminant, c'est quoi tes projets à venir? Alors, les projets à venir, pour faire court, on a donc tout ce qui est avec le trio. Le trio, donc, je parlais tout à l'heure de plusieurs axes. On a les masterclass, l'envers du miroir qu'on aimerait bien redonner à un moment. Donc ça, c'est le répertoire un peu nouveau. Les masterclass et les concerts de répertoire donc plus classiques. Là, on va jouer par exemple en Normandie en quintette, quintette de Dvorak, quintette de Dornani, mais on a également, on fait aussi beaucoup de médiation, comme on disait tout à l'heure. Donc ça veut dire soit on va passer du temps avec les enfants pour leur apprendre à faire des petites choses, même s'ils n'ont pas fait de musique, des mini-spectacles, des choses comme ça. Soit, la dernière fois, on a eu une médiation dans une maison de repos. On a appris à des patients qui sortent qui ont eu des problèmes psychologiques, qui ont besoin de s'en remettre. En fait, on les a poussés à monter un spectacle avec leurs moyens. Et je veux dire que le projet était à fin décembre et dont on a eu des retours positifs parce qu'apparemment, des gens sont sortis plus tôt de la maison de repos. Ça, on est assez content. C'est vrai. Donc, l'objectif humain... on n'a même pas osé se fixer cet objectif-là et est apparu, donc là on est vraiment ravis. Voilà, alors est-ce que j'oublie quelque chose vis-à-vis du trio? Non, je ne crois pas. Ensuite, les autres partenaires réguliers, il y a la production Résonance, donc ça c'est deux chanteurs, Tristan Fourreau, un ténor, et Faustine Picot, soprano, avec qui on fait du récital lyrique régulièrement, le but étant d'avoir quelque chose d'un petit peu moins froid et justement plus de médiation, plus on va dire démocratique, où justement on a le compositeur Michel Bosque qui travaille avec nous, qui parle aux gens, qui s'exprime très bien, qui présente les pièces et dont on joue la musique également. Voilà. Musique tout style, baroque, classique, opéra, récital, musique contemporaine, donc pas mal de choses. Et aussi là j'ai donc... Ah voilà, c'est ça que j'oublie avec donc, le trio, on va sortir un CD au label initial autour de 500 et Chaminade. Mais oui, également, le label initial, c'est le label du conservatoire. Okay. J'ai également un autre CD qui va sortir, donc avec l'ensemble Sotto Voce. Ça, c'est un ensemble, c'est 4 chanteurs et un pianiste, avec un répertoire pour le coup très majoritairement 20e contemporain. Contemporain assez accessible. C'est un CD en autoproduction, donc du répertoire, voilà, pour le coup pas classique du tout, très original, que j'espère que vous aurez le plaisir de découvrir. Également, alors d'autres projets, je suis sûr que j'oublie quelque chose. Ça, alors j'ai dit le trio, Nox, Résonance, voilà. Et après, je donne toujours les cours au conservatoire du 5e arrondissement. Pas mal de choses comme ça. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Les cours, c'est ça, c'est de l'accompagnement. Ça, c'est l'accompagnement, tout ça. Ouais, non, mais je pense que dans les projets, dans les médias, j'ai rien oublié. Là. Voilà. Alors, merci beaucoup, Théodore. Merci Antoine de m'avoir reçu et d'avoir
permis tout cela possible. Voilà. Oui, ben, c'est toujours très intéressant. Puis, on a fait une longue émission. Donc, Je sais pas. oui, non, je suis ravi parce Ah oui. que c'était vraiment passionnant. Alors, ben, bonne continuation dans tes projets. Merci et bonne continuation à toi. On a hâte de lire la thèse. Oui. Voilà. Voilà. Allez, au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté le podcast avec Théodore Lambert. C'était plaisant de discuter ensemble et d'en apprendre sur son parcours d'élève au Conservatoire de Paris, de découvrir ses talents de compositeur et de pianiste-interprète. C'était aussi pertinent de mieux comprendre le statut d'intermittent de spectacle à travers son activité artistique et d'en savoir davantage sur ses projets de disques et de concerts. On se donne rendez-vous le 16 avril prochain pour le 7e épisode avec la pianiste québécoise Jeanne Amiel. Ça, c'était une décharge électrique de stress. Là. Je veux dire, je me suis jamais sentie comme ça. Puis j'étais prête, là. C'était la 3e fois que je jouais ce concerto. Je jouais le 2e concerto de Rachmaninoff. C'était la 3e fois que je jouais ce concerto-là en concours. Mais le niveau d'énergie que ça me prenait, ça a été physique, là, tu sais. Je veux dire, je me sentais vraiment comme si on m'avait branché sur une prise électrique de je sais pas combien de watts, là. À bientôt!